d'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 2, Préjugés et détournements de sens, suite. Une fois l'État moderne établi, cependant, la communauté juive a perdu son pouvoir de punir ou d'intimider les individus juifs. Ainsi furent brisées les chaînes d'une des sociétés les plus fermées et les plus totalitaires de toute l'histoire humaine. Cette libération est venue principalement de l'extérieur. Des Juifs y ont certes contribué de l'intérieur, mais ils furent au début très peu nombreux. La façon dont s'est réalisée l'émancipation a eu de très graves conséquences sur l'histoire ultérieure des Juifs. On peut faire la comparaison avec l'Allemagne, où selon l'analyse magistrale de A.J.P. Taylor, il fut aisé d'associer réaction et patriotisme parce que les droits de l'individu et l'égalité devant la loi y furent en réalité apportés par les armées de la Révolution française et de Napoléon, et que la liberté pouvait donc dans ce pays être stigmatisée comme non allemande. Des raisons exactement analogues expliquent qu'il ait été très facile parmi les Juifs, notamment en Israël, d'attaquer avec un tel succès tous les idéaux de l'humanisme et toute notion de suprématie de la loi, pour ne pas parler de la démocratie. Tous principes qualifiés de entre guillemets non-juifs, voire anti-juifs, ceux qui sont en effet dans un sens historique, que l'on peut utiliser certes dans l'intérêt juif, in the Jewish interest, mais qui n'ont aucune validité s'ils contrecarrent cet intérêt, par exemple, lorsqu'ils sont invoqués par des Arabes. D'où aussi, de même, encore une fois, qu'en Allemagne et dans les autres nations de la Mitteleuropa, cette historiographie juive trompeuse, sentimentale, romancée à l'extrême, expurgée de tous les faits gênants. Dans les volumineux écrits de Hannah Arendt, qu'ils soient consacrés au totalitarisme, aux Juifs ou aux deux, par exemple dans ses origines du totalitarisme, dont une très grande partie est consacrée aux Juifs, on ne trouvera rien sur ce qu'était réellement la société juive en Allemagne au XVIIIe siècle, à savoir livres condamnés aux flammes, persécution d'écrivains, querelles d'Allemands sur les pouvoirs magiques des amulettes, anathèmes jetés sur l'instruction non juive la plus élémentaire, comme l'enseignement du bon allemand ou le fait d'écrire l'allemand en caractère latin. On lit en note. L'allemand s'écrivait alors, et cela dure toujours en partie, surtout dans l'imprimerie, en caractère dit en français gothique. En fait, il s'agit aussi d'une dérivation de l'écriture latine. Et juste un peu plus haut, avant la fin du XVIIIe siècle, les juifs allemands n'étaient autorisés par leur rabbin à écrire l'allemand qu'en caractère hébraïque, sous peine de harem, exclusion de la communauté, fouet, etc. Fin de note. On ne trouvera pas non plus dans les nombreuses histoires des Juifs écrites en anglais la moindre allusion à cette thèse de la mystique juive, très à la mode celle-ci aujourd'hui dans certains cercles, selon laquelle les non-juifs sont littéralement des membres corporels de Satan, à l'exception de rares individus, à savoir ceux qui se convertissent au judaïsme. En fait, ceux-ci sont des âmes juives qui étaient perdues depuis que la Dame sainte, Shechinat ou Matronit, l'un des éléments féminins de la déité, serait épouse du jeune dieu Maal, selon la Kabbale, fut violée par Satan dans sa demeure céleste. Alors, Israël Shahak va nous expliquer un petit peu ce qu'il vient de dire là, c'est au cœur de la Kabbale et du judaïsme rabbinique tel qu'il s'est développé ces derniers siècles. De grands penseurs comme Gershom Scholem ont prêté leur autorité à tout un système de tromperie dans ces domaines délicats,
tromperies dont les plus populaires sont les plus malhonnêtes et les plus mystificatrices. Alors Gershom Scholem, c'est cet écrivain juif ashkénaze qui a vulgarisé, popularisé la mystique juive. Mais il faut rappeler les conséquences sociales de l'émancipation pour la première fois depuis environ l'an 200. On lit en note. L'an 200, lorsqu'un accord conclu entre l'Empire romain et les chefs juifs, la dynastie des Nessim, tous les juifs de l'Empire romain furent soumis à l'autorité fiscale et pénale de ces chefs et de leurs tribunaux rabbiniques, lesquels, de leur côté, s'engagèrent à faire régner l'ordre chez les juifs. Fin de note. C'est-à-dire c'est à partir de l'an 200 que les juifs ont été complètement gérés selon leurs propres lois. Un juif put faire librement ce qu'il voulait, dans les limites du code civil de son pays, sans devoir acheter la liberté par la conversion à une autre religion. La liberté d'apprendre et de lire des livres en langue moderne. La liberté de lire et d'écrire des livres en hébreu ou en yiddish sans l'imprimatur des rabbins. La liberté de manger non cachère. La liberté d'enfreindre tous les tabous absurdes régissant la vie sexuelle. La liberté enfin de penser, car les pensées entre guillemets interdites sont un péché capital. Tous ces droits ont été reconnus aux Juifs d'Europe et ultérieurement d'autres contrées par les États européens modernes ou encore absolutistes, même si ces derniers restaient antisémites et oppressifs. Nicolas Ier était un antisémite notoire. Il promulgua de nombreuses lois contre les Juifs de Russie, mais en développant les forces de l'ordre dans son empire, ordre entre guillemets, non seulement la police secrète, mais aussi la police régulière et la gendarmerie, il rendit difficiles les meurtres de Juifs sur ordre de leurs propres rabbins. Alors que ces choses arrivaient facilement dans la Pologne d'avant 1795. L'histoire juive officielle condamne ce tsar sur les deux points. Par exemple, à la fin des années 1830, un saint rabbin, tzaddik, d'une bourgade juive d'Ukraine, ordonna de tuer un hérétique en le précipitant dans l'eau bouillante des bains publics. Les Juifs qui ont relaté cet événement à l'époque signalaient avec un étonnement horrifié que graisser la pâte aux fonctionnaires n'avait plus d'effet et que non seulement les exécuteurs, mais le saint homme lui-même furent sévèrement punis. Le régime de Metternich dans l'Autriche d'avant 1848 était, comme on sait, particulièrement réactionnaire et hostile aux Juifs, mais il ne tolérait pas les meurtres par empoisonnement, fût-ce sur la personne de rabbins libéraux. Or, en 1848, année marquée par un net affaiblissement temporaire du régime de Vienne, la première chose que les dirigeants de la communauté juive de Lemberg, aujourd'hui Lviv en Galicie, firent de leur nouvelle liberté, fut d'empoisonner le rabbin libéral de la ville, que le tout petit groupe des Juifs non orthodoxes avait fait venir d'Allemagne. L'une de ses plus grandes hérésies, soit dit en passant, était de prôner et d'accomplir effectivement la cérémonie récemment créée de la bar mitzvah.